Les viticulteurs du Midi manifestent à Montpellier contre l'accord des Européens sur le vin. Essence, la première journée de liberté a semé la confusion dans les tarifs. Première synthèse biologique de l'hormone de croissance humaine, c'est une réussite française. Rallye de Monte-Carlo, Vatanen rattrape peu à peu son retard sur Rohr après les pénalités de ce matin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Il y a longtemps que l'on n'avait pas vu les viticulteurs dans la rue, ceux du Midi, qui s'inquiètent du récent accord européen conclu à propos de la distillation du vin, sont passés à l'action cet après-midi. Ils étaient 6 à 7 000 dans les rues de Montpellier. Il y a eu quelques accrochages avec les forces de l'ordre. Véronique Bonnet et Hélène Rizacher. Après un début calme, le climat de la manifestation des viticulteurs du Midi s'est exaspéré vers 17 h, peu après que les dirigeants Jean Huillet et Étienne Maffre-Bauger soient sortis du conseil régional annonçant une reprise des négociations pour le lendemain sur l'application des accords de Dublin. Les viticulteurs ont alors lancé des œufs et des pierres, allumé des feux, avant de s'affronter à 2 compagnies de CRS qui les ont dispersés à coups de grenades lacrymogènes. Les représentants des comités d'action viticole avaient auparavant rappelé les problèmes de trésorerie des viticulteurs et surtout insisté dans leurs interventions sur les inquiétudes suscitées par l'accord de Dublin et l'élargissement de la communauté européenne à l'Espagne et au Portugal, futurs concurrents directs de la viticulture languedocienne. Réorganiser le marché européen du vin, tel est l'objectif des accords de Dublin conclus en décembre dernier pour contrer une crise dont l'un des symboles pourrait s'appeler Bercy. Principale mesure, la distillation obligatoire des vins de table en cas de surproduction. Elle devrait toucher dans l'immédiat 10 millions d'hectolitres. Mais les viticulteurs du Midi directement concernés craignent que les Italiens, dont les vins sont subventionnés, ne se dérobent à la règle et poursuivent leurs exportations en masse vers la France. Autre solution préconisée par les 10, l'arrachage de la vigne, à laquelle on oppose l'argument qualité. Et depuis une quinzaine ou vingtaine d'années, les efforts ont été tels dans le Midi, au niveau de la production, au niveau des vinifications et de la mise en marché avec nos groupements de producteurs, qu'aujourd'hui le consommateur, le distributeur est capable de trouver chez nous des vins consommables en l'état. Et pour bon nombre de viticulteurs, la prime à la qualité répond en plus au goût du consommateur. La première journée de liberté pour le prix de l'essence s'est traduite dans tout le pays par une certaine confusion. À la guerre des rabais a succédé la guerre des prix qui s'est traduite par de grandes disparités. Des stations-service appartenant parfois à la même compagnie ont affiché dès ce matin des tarifs tout à fait différents. L'enquête de FR3 Toulouse. Moins 50 ici, moins 35 là. Depuis minuit cette nuit, la guerre des rabais a commencé. Mais certaines pompes sont toujours à l'abri. Pour le moment, ça ne se limite qu'à certaines stations. En fonction de quoi, ça, je ne peux pas encore le dire, puisque je n'ai pas toutes les données. Nous, on n'est encore pas concernés. Moi, j'ai entendu ce matin que ça avait changé, mais on attend la direction. On attend la décision de la société. Un même pétrolier peut même donner des consignes différentes à 2 stations voisines. On sait que certains de nos confrères ont reçu certaines consignes, et ceux sur les grosses stations. Des consignes de baisser? Ils décident de baisser, et qu'ils ont baissé, ils sont à 5,49 actuellement. Et vous? Et nous, toujours à 5,63. Et on ne peut pas faire autrement. Quant à Leclerc, celui par qui les rabais sont arrivés, il semble décidé à profiter du flou pour frapper fort. Je pense que dans l'immédiat, nous allons appliquer des rabais qui pourront aller jusqu'à pratiquement 1 franc par litre, mais nous le ferons par intermittence. Je pense que dans un avenir proche, on va arriver à un rabais uniforme de 50 centimes. Bref, les uns baissent, les autres suivent, le consommateur y gagne, seul risque d'en pâtir la chasse au gaspillage. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, une nouvelle baisse des carburants se profile peut-être à l'horizon, puisque les ministres de l'OPEP, réunis à Genève, ont finalement réussi à se mettre d'accord sur une baisse du tarif du brut, $1 de moins par baril. Pierre Babet. Pour les 13 de l'OPEP, Genève devrait s'appeler désormais Canossa-sur-Léman. 12 ans après avoir déclenché le premier choc pétrolier, ils ont dû s'incliner ici devant celui qu'ils voulaient soumettre, autrement dit le marché mondial des hydrocarbures. Certes, une baisse de $1 par baril de la qualité fétiche de l'OPEP, l'Arabian Light,
Ce n'est pas financièrement catastrophique. De toute façon, cette baisse, il y a longtemps que le marché l'avait entérinée. Non, le plus grave pour les 13, ce sont les circonstances dans lesquelles cette baisse a été décidée. Car cette fois, la règle de l'unanimité n'a pas pu être respectée. Elle a volé en éclats devant l'opposition de 3 ténors de l'OPEP, l'Algérie, l'Iran et la Libye. Il ne restait plus alors qu'au président indonésien à conclure ce n'est ni un succès ni un échec. N'empêche, depuis ce soir, le pétrole flotte comme une vulgaire monnaie. Nouvelle-Calédonie, Edgar Pisani vient de remettre au gouvernement une première version de son plan, mais elle n'est pas définitive. Il compte poursuivre encore ses entretiens à Nouméa pendant 1 mois. De son côté, Di Kukewe, le président du gouvernement territorial, demande le retour du haut-commissaire en métropole et remet en avant son propre plan fondé sur l'autonomie. Tout cela au moment où l'hebdomadaire Paris Match publie un sondage réalisé en Nouvelle-Calédonie. D'après cette enquête, 66% des néo-calédoniens choisiraient de rester dans la République française contre 25% favorables à l'indépendance association, tout cela si un référendum était organisé pour leur proposer ce choix. L'enquête sur l'assassinat du petit Grégory, au lendemain de la confrontation entre Muriel, le principal témoin, et les gendarmes qui l'avaient interrogé, les avocats de Bernard Laroche, le suspect numéro 1, estiment que la preuve est faite de l'innocence de leur client et ils ont demandé une nouvelle fois au juge d'instruction de le remettre en liberté. L'enquête sur place de Gérard Pinson. Arrêté et emprisonné voilà près de 3 mois, Bernard Laroche attendra 1 semaine avant de connaître la réponse du juge Lambert à sa demande de libération. Mais en fait, pourquoi serait-elle différente du refus opposé aux 2 précédentes démarches? Puisqu'hier, si Muriel a maintenu ses rétractations, elle a aussi reconnu que les gendarmes ne lui ont pas extorqué son premier témoignage accablant pour Laroche. Hier, Muriel était très entourée par sa famille. Aujourd'hui, elle était encore plus protégée par le clan. À Laveline, comme à Aumonzé, il n'était pas question de chercher à mieux comprendre. Question! Vous savez bien que Bernard a prison, il ne faut pas aller là-haut. Pourquoi? Il est en prison, je ne sais pas pourquoi, mais il ne faut pas aller là-haut parce qu'ils n'y sont pas. Si je dois aller à coup, même moi je suis morte, mais je bourre la gueule. À tous les cas. Mais c'est fini, oui. Tu vas te taire, voyons. Hey! Dans ce climat passionnel, le chronométrage du parcours de Bruyères à l'Épange par Beauménil, tel que Muriel le décrivit dans un premier temps, semblait hier pouvoir servir les intérêts des défenseurs de Bernard Laroche. Mais sur ce point, comme sur beaucoup d'autres, la jeune fille a si souvent varié, à charge et à décharge de son beau-frère, que les vérifications apparaissent bien difficiles, surtout 3 mois et demi après la mort de Grégory. 17h15, une lettre, 17h26, un coup de téléphone. Ce 16 octobre, à l'Épange-sur-Vologne, conserve bien des mystères. Leur maison mise en vente, les parents de Grégory se sont réfugiés à Bruyères. Ils font confiance au juge Lambert et à la justice, mais ils regrettent que le témoin numéro 1, Muriel, reste soumise aux influences de toute sa famille, qui, elle, a décidé de sauver Laroche. Les témoignages d'une jeune fille, des expertises en écriture que l'on attend sous quinzaine, et pendant ce temps, un village vosgien qui se tait, ou presque. En attendant, il y a des drôles de gens sur Terre, vous savez. C'est le principe, chacun pour soi, et puis voilà. Le nouveau président de Péchinet, désigné ce matin par le Conseil des ministres, c'est Bernard Pache, qui était déjà directeur délégué du groupe depuis septembre 83. Il succède à Georges Besse, nommé la semaine dernière à la tête de la régie Renault. Et puis on a également désigné le successeur de René Audran, le haut fonctionnaire du ministère de la Défense, assassiné vendredi dernier. C'est Émile Arnaud, qui était conseiller technique au cabinet de Charles Hernu. Les obsèques de René Audran seront célébrées demain aux Invalides en présence du Premier ministre. Quand on parle des industries de l'avenir, on pense d'abord à l'électronique et à l'informatique. Et on oublie souvent que la biologie progresse elle aussi à pas de géant. On sait maintenant fabriquer des médicaments, les faire fabriquer par des bactéries ou des cellules. Et dans ce domaine qu'on appelle la biotechnologie, la France est en bonne place. Ainsi, la Sanofi, une filiale de Elf, vient de réaliser une première mondiale, la fabrication de l'hormone humaine de croissance. On va maintenant pouvoir la produire en grande quantité, donc à plus bas prix, alors que jusqu'ici, l'hormone naturelle coûtait très cher. Pierre Babet. Christophe, combien mesures-tu? 1m27,5, je crois. Christophe souffre de nanisme hypophysaire.
L'hormone de synthèse mise au point par Sanofi permettra de déceler beaucoup plus tôt ce genre de déficience et puis plus tard de la traiter efficacement. Tout à fait, en haut là c'est les protéines. La bande que vous voyez ici, la première bande c'est de l'ADN chromosomique. La deuxième bande c'est de l'ADN plasmidique, c'est celui qui nous intéresse. Et tout à fait en bas ici c'est les ARN et les impuretés. Mis à part la couleur, rien de spectaculaire dans ces laboratoires. Pas d'énormes machines, pas d'installations impressionnantes. Et pourtant, nous sommes ici dans le nouveau temple de la biotechnologie française, à Labège, près de Toulouse. Le génie génétique, c'est beaucoup de matière grise et encore plus de patience et d'attention. Car l'idée de base est simple et bien connue. N'importe quelle cellule travaille sur une information qui lui est donnée par des gènes. Il suffit d'isoler ces gènes, puis de les transférer sur d'autres cellules très productives pour obtenir les enzymes ou les hormones recherchées. Cette manipulation génétique est désormais bien maîtrisée en laboratoire. C'est le fondement des biotechnologies dont on peut attendre beaucoup dans l'avenir. On peut prévoir effectivement beaucoup de choses venant des biotechnologies en général. Si on prend l'exemple de la pharmacie par exemple, on peut obtenir des molécules nouvelles, on peut obtenir des molécules qui étaient très peu disponibles par des moyens classiques d'extraction par exemple, c'est le cas de l'hormone de croissance par exemple, et on peut obtenir des molécules très améliorées sur le plan de leurs activités et donc de leurs applications thérapeutiques. Le bond en avant que permet le centre ultramoderne de Labège, c'est la possibilité toute nouvelle de passer du laboratoire à l'atelier, voire à l'usine. Produire en quantité infinitésimale, ça intéresse les seuls chercheurs. Mais pouvoir fabriquer à l'échelle industrielle ces hormones, ces enzymes, ça, c'est tout à fait nouveau. Ce centre, ce sont des projets élaborés par des industriels, suivis par des industriels qui interrogent et qui suivent en permanence le travail de nos chercheurs dans ce centre, qui en parallèle d'ailleurs souvent reprennent dans leur propre centre de développement les résultats au fur et à mesure pour les transformer en produits industrialisables. Ce n'est pas une unité de recherche, c'est une machine à faire du produit commercialisable. Il n'y a pas un projet dont, à échéance, il n'y ait au bout un produit industriel commercialisable bien défini. Ces cultures de soja, de maïs ou de tournesol sont elles aussi le résultat de l'application des biotechnologies. Elles vont révolutionner tout l'agroalimentaire, mais il faut désormais quitter les serres pour aller en plein champ. Ce sera fait dans quelques mois. Reprise demain à Vienne des négociations Ouest-Ouest sur la réduction des armements conventionnels en Europe. Et au même moment, les responsables de l'OTAN lancent un cri d'alarme à propos de la sécurité des avions de combat. Le système d'identification des appareils alliés n'est pas au point, disent-ils. En résumé, les forces alliées risquent de tirer sur leurs propres avions, faute de pouvoir les reconnaître. Hubert Coudurier. Dans leur cri d'alarme lancé cette semaine, les officiers de l'OTAN tirent les leçons des guerres israélo-arabes. Les deux camps ont stupidement perdu plus de la moitié de leurs appareils qui ont été abattus par leur propre DCA. L'identification des avions amis n'a jamais été chose aisée, surtout s'ils volent à basse altitude. Si le problème devient aujourd'hui aigu, c'est en raison de la sophistication grandissante des armes défensives. Je crois qu'on est en train de revenir dans un monde où la défensive est en train de gagner face à l'offensive, ce qui est une grande chance pour l'Occident, si on veut bien en prendre compte, en tenir compte, parce que nous n'avons actuellement aucune politique étrangère agressive. Nous n'avons pas l'intention d'aller à Moscou, nous n'avons pas l'intention d'aller à Varsovie. Par conséquent, le fait que les armes défensives modernes nous donnent la possibilité de faire face d'une manière classique à une attaque classique, c'est vraiment une très bonne chose pour l'Occident. Au sein de l'OTAN, certains estiment néanmoins que le dossier identification est crucial. Le système actuel étant périmé, il est urgent que les pays membres de l'Alliance en adoptent un autre qui limite ces risques aberrants. Mais une production commune suppose d'harmoniser des milliers d'avions de combat et de missiles anti-aériens. Un marché qui représente 10 milliards de dollars. Autant dire que chacun veut imposer sa propre norme et forcer les autres à s'adapter. En Pologne, 2 leaders de l'opposition viennent d'être inculpés pour participation à une organisation clandestine. Il s'agit de Bogdan Lis, l'ancien numéro 2 de la direction clandestine de Solidarité, et Adam Michnik, l'un des responsables du comité d'autodéfense sociale. Ils risquent tous les deux 3 ans de prison.
Rallye de Monte-Carlo, Harry Vatanen a déjà bien remonté le handicap qui lui a été infligé la nuit dernière. Malgré ses 8 minutes de pénalité, il a presque rattrapé l'Allemand de l'Ouest Walter Röhrl qui mène maintenant la course. L'écart est de moins de 2 minutes. Jean-Pierre Fricou nous résume les péripéties de ces dernières 24 heures. Avant de rentrer à Gap, Vatanen a plus de 3 minutes d'avance sur Röhrl, mais catastrophe. Harriman pointe avec 4 minutes d'avance à l'entrée du parc. Vatanen se tient la tête à l'arrivée, cela fait 8 minutes de pénalisation. Résultat, Röhrl reprend la tête sur le tapis vert avec 5 minutes d'avance, c'est énorme. Mais Vatanen n'en est que plus motivé. Il repart de Sisteron ce matin, le couteau entre les dents et le pied plus lourd que jamais, ne s'occupant pas d'une éventuelle décision des comités sportifs. Il fait sa course et Röhrl ne peut résister. Vatanen fait l'admiration de tout le public et de toute la caravane. À l'attaque partout, il signe chrono sur chrono. Röhrl perd 20 secondes, 30 secondes, 40 secondes d'entrigance. On suit la course des autres et l'ancien ne semble plus dans le coup. L'événement, c'est Vatanen qui veut effacer sa pénalisation. Il va peut-être réussir son pari. Röhrl est rentré ce soir à Monaco en tête, mais il a perdu 3 minutes de son avance. Vatanen n'est plus qu'à 1 minute 58 secondes et quoi qu'il arrive, par exemple décision du jury en sa faveur, il restera le grand bonhomme de ce rallye, grand pilote et grand monsieur. Un coup d'œil sur la météo financière maintenant avec Henri Loret. Le dollar continue ses variations microscopiques. Aujourd'hui, c'était à la hausse. Oui, c'était à la hausse en effet. La livre sterling, il faut le dire, remonte, ce qui arrangera bien les affaires de Margaret Thatcher demain commune. Quant au dollar, eh bien, vous l'avez dit, on ne sera pas surpris d'apprendre qu'il a légèrement remonté pour clôturer à 9,68 à Paris. Sa fermeté reste impressionnante. La bourse de Paris en baisse hier a refait tout le terrain perdu malgré un léger relèvement du loyer de l'argent. La poussée record le Wall Street hier a stimulé les valeurs françaises qui ont finalement gagné 0,3%. Séance record donc à New York hier où le Dow Jones a culminé à 12,92,62. Au moment où je vous parle, Wall Street est sur le point de fermer. La tendance aujourd'hui est encore à la fermeté puisque les valeurs n'avaient perdu que 3 points en ce début de journal. Qu'est-ce qui fait donc courir la bourse de New York? Eh bien, apparemment, la confiance retrouvée dans les perspectives de l'économie américaine. C'est vrai, la baisse des taux d'intérêt, les résultats de la politique de maîtrise de l'inflation et plus dernièrement l'amélioration de la productivité de l'industrie américaine, tout cela incite les investisseurs à se placer sur le marché des titres. En clair, cela signifie qu'aux États-Unis, le débat sur la croissance est tranché. On y croit et pour le moment, toutes les incertitudes, en tout cas qui pèsent sur le déficit budgétaire, de même que sur le déficit de 123 milliards de dollars de la balance commerciale en 84, bien rien ne paraît de nature à entamer ce soir la conviction des acheteurs. Les pronostics de M. Courtine pour le quartet de Vincennes demain dans le prix de Langeais. Sur 20 partants, il a choisi, vous le voyez, le 14, le 16 qui est son joker, le 6, le 7, le 18, le 10 et le 13. Et puis le tirage du loto qui avait lieu tout à l'heure, il fallait jouer pour gagner 4, 8, 16, 26, 30, 45 et 46 étant le numéro complémentaire. Le temps demain de la pluie qui abordera le pays par les côtes de la Manche. La pluie gagnera rapidement toute la Bretagne et la Bourgogne. Sur le reste du pays, des nuages et de brèves éclaircies. Le soleil se montrera davantage sur les Pyrénées et sur le midi méditerranéen. Demain soir, nous avons rendez-vous à 21h35. Bonne fin de soirée sur FR3. Avant de nous séparer, je vous rappelle les principales nouvelles de la journée. À demain, bonsoir. Manifestation de viticulteurs du Midi à Montpellier contre l'accord européen sur le vin. Les prix de l'essence en liberté, ils ont baissé, mais dans une belle confusion aujourd'hui. Une première mondiale en France, la synthèse biologique de l'hormone de croissance humaine. Rallye de Monte-Carlo, Vatanen est en train de rattraper son retard sur son principal rival Walter Röhrl.